Pipa Negra, entendeu? Só Pipa Negra. Total! Nossa, tá batendo. Não, elas nunca faltam, né? Caxias, nem a gente. Alguma coisa deve ter acontecido. Teve uma hora Já tá mais tranquilo agora fazendo uma faculdade de sucesso. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage par la Renaissance française et nous allons faire ce voyage à partir d'un autre endroit complètement différent de celui que nous avons visité le dernier. Et cette différence, elle se produit à plusieurs niveaux. Parce que Maurice Sèvres est un poète qui se situe géographiquement et poétiquement, symboliquement, dans un espace complètement différent de celui de Clément Marot. Bon, Maurice Sèvres est un poète qui fait partie de ce qu'on connaît comme l'école lyonnaise, ou le prince des poètes de la Renaissance lyonnaise. Alors, cette école lyonnaise elle, bon, pourquoi elle s'appelle école lyonnaise? Hein? Lyon. Eh, très bien, oui. Parce qu'elle, justement, elle se situe à Lyon. Et Lyon, à l'époque, était une ville extrêmement importante. Était un centre commercial, était un centre textile extrêmement important et était aussi une des villes de France où on retrouve un ensemble considérable d'imprimeries. C'est à Lyon qu'on imprime les livres de Rabelais. C'est à Lyon qu'on imprime les livres de Clément Marot. C'est à Lyon qui s'installe Étienne Nollet, ce fameux humaniste français qui traduit la Bible, qui imprime la Bible pour les protestants et qui se fait brûler par l'Inquisition. Alors, Lyon est, disons, un espace de fleurissement de cette renaissance littéraire et artistique française. Pourquoi? Parce que c'est plus proche de l'Italie. Alors, c'est une espèce, disons, de route par laquelle l'Italie monte vers Paris. Alors, cette, disons, on pourrait peut-être fermer la porte, cette localisation géographique privilégiée a permis à Lyon de développer un cercle littéraire. Et curieusement, ce cercle littéraire, quoique assez proche de, disons, la noblesse, va se développer quand même dans un milieu, disons, de classe moyenne bourgeoise. La famille de Sèvres, c'est une famille de notaires, une famille de fonctionnaires de l'État, et Maurice Sèvres lui-même, différemment de Clément Marot, mènera toute sa vie une vie de notaire, une vie de fonctionnaire. D'accord? Vous savez, en français, nous avons cette distinction entre employé et fonctionnaire. Alors, l'employé travaille pour le secteur privé. Et quand on utilise le mot fonctionnaire, ça veut dire administration. Et quand on dit administration, on dit public.
Alors, le mot fonctionnaire et le mot administration en français sont des mots qui sont liés au secteur public. Les mots employé, le mot gestion, ce sont des mots qui remettent plutôt au secteur privé. D'accord? Alors, Morissette est un fonctionnaire. Bon. Alors, il est lié au secteur public. Et il va mener une vie, disons, assez calme, une vie assez tranquille. C'est aussi dans ce sens-là quelqu'un qui s'oppose à toute l'agitation de Clément Marot. D'accord? Alors il mène sa petite vie de fonctionnaire, tranquillement. Il n'a pas d'agitation chez Morissette. Et cela, disons, a un rapport aussi avec la façon dont, disons, la Renaissance va se produire ou se manifester dans son œuvre. Parce que le cours dernier, une collègue a posé une question extrêmement importante, extrêmement intéressante. Elle nous a posé comme question, mais c'est vrai, nous avons la nature, nous avons toute cette découverte du corps, de la nature, de la variété, de Vénus, etc. Mais nous avons aussi la présence de l'Église catholique. Nous avons vu, bon, il suffit de dire que c'est le moment du début des guerres de religion en France. Il suffit de dire que Clément Marot est mort en exil à cause des persécutions de l'Inquisition, qu'il a même été condamné à mort, que son éditeur et ami Étienne Dolé a été brûlé par l'Inquisition. Alors, la religiosité est au centre de la vie, de l'imaginaire. Et quoique elle ne soit pas centrale dans l'œuvre spécifique de Clément Marot, cela ne veut pas dire qu'elle n'ait pas produit, disons, elle n'est pas habité l'imaginaire d'un ensemble considérable de poètes et d'écrivains de l'époque. D'accord? Alors, une chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on pense à la Renaissance, il faut penser à l'idée de fleurissement, à l'idée d'ouverture. Et cette idée d'ouverture, elle est liée aussi à l'idée d'expérimentation. L'idée d'expérimentation est liée à une idée de diversité. Alors, la façon dont cette ouverture, cette diversité est vécue et expérimentée, elle est, elle aussi, extrêmement variée. Alors, mon choix de poète de la Renaissance a aussi comme objectif d'essayer de montrer quand même un petit éventail de cette énorme variété de production poétique, de production d'espace imaginaire qui se produit pendant la Renaissance en France. D'accord? Alors vous allez voir que, encore une fois, le thème central de l'œuvre de Morissette sera la femme, d'accord, des poèmes d'amour, mais cette fois-ci, la façon dont le poème est construit et la femme est écrite est complètement différente de la façon dont la femme est écrite chez Clément Marot. Et d'une certaine manière, beaucoup plus proche de l'amour courtois. D'une certaine manière. Et on va voir jusqu'à quel point on a cette proximité et jusqu'à quel point cette production va s'éloigner, va différer, va, disons, être habitée par d'autres préférences
que celle du Moyen-Âge. D'accord? Alors, déjà, en partant, un élément extrêmement nouveau qu'on va retrouver dans l'œuvre de Maurice Sèvres, c'est le fait que, bon, il a publié par-ci par-là quelques petits poèmes de circonstance, mais le gros de son œuvre est regroupé dans un livre qui s'appelle Des livres. Alors, ce livre, qui s'appelle Des livres, ou je ne sais pas trop quoi, de la plus haute vertu. Il y a un sous-titre qui finit avec de la plus haute vertu. Il y a quelque chose avant que j'ai oublié. Bon, Des livres, ce titre. Or, tout le livre est écrit par des poèmes, composés par des poèmes qui ont la même forme. Alors, le poème est composé, le livre est composé de 450 poèmes, dont nous avons un poème d'ouverture, bon, c'est un poème d'ouverture, qui est un huitain. Vous savez ce que c'est un huitain? Non? Utilisez votre intuition. Qu'est-ce que c'est un huitain? Hein? Oitavo. Un poème de 8 vers, composé par 8 vers. D'accord? Un huitain. Et les autres 449 poèmes sont des dizains. Alors, un dizain est un poème de 10 vers. Très bien. Alors, les dizains qui composent des livres, en plus, ont une caractéristique. Ces dizains sont tous décasyllabes. Alors, des dizains décasyllabes. Vous voyez? Alors, c'est une structure géométrique extrêmement intéressante et assez symétrique. Vous voyez? Alors, le même nombre de vers est le même nombre de syllabes qui composent chaque vers. Et tous les poèmes du livre sont écrits de la même manière. Alors, dans un des textes que je vous ai, que Arnaud vous a envoyé par PDF, c'est un texte dans lequel vous avez une comparaison entre un dizain de Maurice Sèvres et un sonnet de Ronsard. Alors, dans ce texte, dans cette comparaison, ça c'est un texte complémentaire. Pour enrichir dans le texte de Maurice prochain, nous allons lire l'autre, les sonnets de Ronsard. Mais dans ce texte complémentaire, l'auteur, justement, une des choses qu'il va mettre en relief, c'est le fait que, justement, le dizain, par sa forme elle-même, produit disons, le développement de D de manière beaucoup plus close, beaucoup plus circulaire. Alors, on n'a pas beaucoup d'espace pour, disons, dédoubler, desdobrar, dédoubler l'idée. Et alors, il y a une espèce de condensation de
la réflexion autour d'un centre et on reste autour de ce centre-là. Par la forme même du poème, qui est une forme extrêmement condensée. Vous voyez, c'est un poème très court, un poème de divers syllabes. D'accord? C'est, disons, et on va voir même, c'est presque un petit carré. Vous voyez? Alors, c'est, disons, l'idée est très bien encadrée. Alors, il y a là, quand même, disons, une volonté de condensation. C'est pas par hasard que le 19e siècle est toute une poésie hermétique du 19e siècle va s'intéresser énormément par l'œuvre de Maurice Sèvres. D'accord? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut retrouver derrière, disons, cette structure calculée? Il y a une espèce de raisonnement, de calcul, qui n'est pas typique du Moyen-Âge. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, nous avons le Trobar Clus et le Trobar Ric, qui sont une source importante d'influence pour Maurice Sèvres. Mais il y a quand même une différence énorme. Le Trobar Clus, il expérimente une quantité de formes spectaculaires. Et ici, non. C'est une espèce, disons, de, comment pourrais-je dire, épuisement de la forme. Par cette répétition de la même forme, et une forme extrêmement condensée. Vous voyez? Alors, il y a cette idée de condensation qui se fait par le choix de cette forme elle-même. Et ça, c'est quelque chose déjà qui situe Maurice Sèvres dans un espace poétique différent de celui du Moyen-Âge. Chez lui, la poésie est déjà complètement séparée de la chanson aussi. C'est une poésie totalement écrite, pensée comme texte. Alors, la dimension du raisonnement sera centrale là aussi. Sera centrale là aussi. Cette idée du calcul. En plus, dans cette structuration du livre, on ajoute à ces 10 et à ces 8 un ensemble de 50 emblèmes. Sont distribués de façon régulière au long du livre. Les poèmes que nous allons lire aujourd'hui sont accompagnés de ces emblèmes. Alors vous allez voir ces emblèmes. Ces emblèmes, ce sont des gravures en bois, des xylogravures. Et dans chacune de ces gravures, vous avez une image et une devise, un lemme, qui est écrit autour de cette image. Et chacune de ces images, avec la devise, est le thème du poème qui accompagne cette image. Et ils sont distribués de façon régulière au long de tout le livre. Alors à chaque 9 poèmes, on a un emblème.
Alors on voit que, disons, toute cette structuration et cette illustration du livre, cet ordre qu'on va retrouver dans le livre, fait, disons, de lui une espèce d'espace clos, d'espace de microcosme organisé autour de ce thème qui sera toujours le même, qui est le thème de cet amour courtois, cet amour idéalisé, de ce service amoureux. Mais on verra déjà que ce service amoureux, il est, disons, élaboré à partir d'une matrice de références multiples. Alors, dans cette matrice de références multiples, nous avons bien sûr le finamore, qui est l'amour pour toi. Nous avons Pétrarque, qui sera une influence importante. Nous avons Platon, le néoplatonisme, qui entre en jeu de manière importante à partir de ce moment-là. Et nous avons aussi, disons, toute une certaine poésie religieuse autour de la Vierge Marie. Alors, cette, disons, introduction, ou ce glissement, j'aime utiliser ce mot ici, ce glissement de ces références, de ces, disons, cette façon de lire et de comprendre le finamore à partir ou en utilisant des éléments du pétrarchisme, du néoplatonisme et de la poésie religieuse catholique, de l'adoration à la Vierge Marie, rendent, disons, la poésie de Maurice Sèvres une poésie déjà habitée par un ensemble de références qui ne sont plus exactement les mêmes du Moyen-Âge. Vous voyez? Alors c'est déjà une autre manière de penser ce service amoureux qui commence à se produire. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé le mot glissement. C'est parce que on est, disons, la base, le fondement est le même, l'amour courtois. Mais la façon de le traiter n'est pas exactement la même. Dans le cas de Maurice Sèvres, ça c'est aussi un autre élément intéressant, c'est que la dame adorée a un nom. Elle s'appelle Pernette du Guériguet. Et mademoiselle et après madame Pernette est aussi poète. Poète, chansonnière, compose des chansons, compose des poèmes. Et Maurice Sèvres était plus âgé qu'elle, devient son maître, tombe amoureux de Pernette. Et il semble qu'il y aurait, disons, une certaine correspondance de cet amour de la part de Pernette
mais il y avait quand même, disons, Pernette était d'une famille plus noble, et il y aurait une impossibilité du mariage des deux. Alors Pernette finit par se marier à un autre monsieur, un autre noble, et finit par mourir assez tôt. Alors, cette mort, ce décès assez prématuré de Pernette, assez tragique, finit par faire de Délie une espèce de tombeau à Pernette. Vous savez que tombeau double, c'est aussi les tombeaux, c'est un genre poétique, le tombeau, pratiqué beaucoup au long du XIXe siècle. Il y a les fameux tombeaux d'Edgar Allan Poe, écrits par Mallarmé, tombeaux à Théophile Gautier. Bon, les fameux tombeaux, il y avait même des anthologies de tombeaux au XIXe siècle. Alors, ce sont les poèmes en hommage à des morts. En général, des poèmes écrits au moment de la mort de la personne. Alors, disons, toute cette tragédie amoureuse et vraiment la disparition de Pernette fait, disons, rend ce recueil de poèmes une espèce de tombeau en hommage à cet amour idéalisé, cet amour platonique. D'accord? Alors, c'est dans cet espace-là qui va se produire cette œuvre. Et sera l'œuvre centrale de Maurice Sèvres. Mais ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que Maurice Sèvres nous laisse une œuvre posthume qui s'appelle Microcosme, qui est un poème didactique sur l'origine de l'univers. Alors on voit finalement que derrière cet homme qui, au niveau de l'amour, est encore habité par cette idée de l'amour courtois, filtrée bien sûr par le pétrarchisme, le platonisme, la poésie religieuse, il y a déjà aussi un homme qui est en contact avec tout cet univers humaniste et qui nous témoigne de ce rapport aussi par ce poème posthume qui est Microcosme. Bon, seulement, ça c'est plutôt une curiosité, seulement une information pour que vous sachiez qu'à côté de Délie, il y a cet autre livre qui est moins important. D'accord? N'a pas la même qualité littéraire que Délie. Bon, je vous ai dit, amour platonique. Quel est, disons, un des principes clés du platonisme? C'est justement atteindre, atingir, en ça, la vérité par l'idée, l'idéalisme. Or, Délie est un anagramme de Délie. Et qu'est-ce que ça veut dire Délie? Ce nom bizarre pour un recueil de poèmes. Délie. Délie, c'est du verbe délier. Lier, lier, délier. Délie.
délit, l'impératif, délit. Délit. Or, quelle est aussi une des conditions du platonisme pour arriver à la vérité? C'est de ne pas se laisser tromper par les illusions du monde sensible. Alors c'est se délier du corps pour que l'esprit s'élève. Vous voyez? Alors, cette idée de délier, ici, en plus avec ce jeu anagrammatique avec l'idée, rend ce titre assez suggestif. Vous voyez déjà comment seulement par le titre, on se projette dans un espace réflexif, symbolique, imaginatif, complètement différent de celui du Moyen-Âge. C'est pour ça que j'ai insisté dans l'idée du raisonnement. Vous voyez, c'est beaucoup plus raisonné comme construction. Il y a une idée, il y a une volonté de construction, une volonté d'ensemble, d'équation, vous voyez, dans la façon dont le recueil lui-même est élaboré. Alors, tous ces éléments, ce sont des conditions pour pouvoir s'approcher un peu plus de la poésie de Maurice Sèvres, entrer. En plus, ça c'est une autre information importante, toute l'école lyonnaise, pas seulement Maurice Sèvres qui était considéré à l'époque le prince des poètes, alors c'est quelqu'un qui a eu une notoriété, son recueil est publié en 1944, alors il a eu le temps quand même, disons, de réjouir, de profiter de cette notoriété. Après, sa poésie, par son excès d'hermétisme, elle est tombée un peu, disons, dans l'oubli. Et elle a été redécouverte, parce qu'après le XVIIe siècle, c'est le siècle de la clarté. Alors une poésie hermétique ne va pas intéresser le classicisme français. D'accord? Et après, bon, le siècle des Lumières non plus ne va pas s'intéresser à l'hermétisme. Alors il va falloir attendre le XIXe siècle pour que la poésie de Maurice Sèvres, pour qu'il y ait un regain d'intérêt pour sa poésie. Et il y aura aussi, ça c'est une chose importante aussi, une association constante entre Maurice Sèvres et Mallarmé. Dans le sens que Maurice Sèvres surgit comme une espèce de proto-Mallarmé par son désir de construction, son désir d'ensemble, son désir de production du livre, son désir d'arriver à l'idée qui est un concept cher aussi, à cette idée, disons aussi, du langage comme moyen de produire un état de pureté, d'élévation. Ce sont des idées chères à Mallarmé, un certain hermétisme qui s'est cher à Mallarmé aussi. Alors, il y a toujours des petites analogies, bien sûr ce sont des poétiques complètement différentes. Il y a quand même un ensemble de siècles, 4 siècles qui séparent les deux poètes, d'accord? Mais, malgré tout, il y a certaines analogies possibles entre ces deux poétiques, d'accord? Et elles sont toujours mises en valeur par les lecteurs de Maurice Sèvres, d'accord? Alors, comme si on aurait une espèce de présence de certains éléments de façon encore embryonnaire chez Maurice Sèvres qui vont prendre toute leur ampleur dans l'œuvre de Mallarmé. D'accord? Alors ça c'est aussi quelque chose d'important de savoir.
Un autre élément intéressant de savoir, c'est que l'école lyonnaise, c'est aussi l'école, nous avons Bernard Ducrier, mais nous avons aussi Louise Labbé, qui fait partie de cette même école lyonnaise, qui est une femme aussi écrivaine, qui écrit beaucoup de sonnets. Alors, on voit que c'est aussi un moment où la femme n'est pas seulement chantée, mais chante. Marguerite de Navarre. Alors, vous voyez, elle commence déjà à occuper un espace dans la scène littéraire. D'ailleurs, ce sera un moment rare où on a un ensemble de femmes et elles, disons, échangent entre elles une certaine correspondance, elles se connaissent. Vous voyez? Alors, et il y a même, disons, une certaine réflexion sur la condition de la femme elle-même qui commence à s'esquisser à ce moment-là. Alors, c'est quelque chose d'intéressant de savoir aussi, d'apprendre. Que ce moment-là, c'est un moment où, pour la première fois, on voit une scène littéraire où les femmes sont protagonistes aussi. Alors, ça c'est quelque chose d'intéressant. Bon, je pense qu'avec ces éléments-là, on peut entrer dans les poèmes. Au moins s'approcher un peu des poèmes. Bon. D'abord, remarquez, comme je vous ai dit, l'emblème. Ces emblèmes gravés en bois. Ce qui est intéressant de savoir aussi de ces emblèmes, c'est que, bon, vous imaginez faire graver 50 emblèmes, ce n'était pas quelque chose bon marché. C'était quelque chose d'assez cher. Alors, là, les spécialistes de l'œuvre de Maurice Sèvres indiquent que le plus probable, c'est qu'un ensemble de ces emblèmes, on ne sait pas exactement lesquels ni combien, mais un ensemble considérable de ces emblèmes existait déjà. Ce qui renforce davantage, disons, le caractère constructif de l'œuvre. Parce que ça veut dire quoi? Que Maurice Sèvres a écrit les poèmes en fonction des emblèmes qui existaient déjà. Et qu'il a fait graver quelques-uns pour compléter les 50 dont il avait besoin. Alors on suppose qu'une trentaine existait déjà et qu'il a fait graver ceux qui manquaient. D'accord? Alors, disons, cela nous met encore davantage devant un livre construit, un livre élaboré. Or, qu'est-ce que nous avons ici dans cet emblème? Qu'est-ce qu'on remarque dans cet emblème? Bon, dans l'emblème, nous avons une devise.
voyez la devise? Qu'est-ce que c'est la devise ou devise? Vous connaissez le mot devise? Quelle est la devise de la Révolution française? La devise. Égalité, fraternité, c'est quoi déjà? Égalité, hein? Et liberté. Et la devise du drapeau brésilien, oh, c'est la devise. Alors ici, la devise de notre, chaque emblème a une devise, une petite phrase en lèvres. Alors ici, vous voyez, la devise est écrite autour de l'image. En tout lieu, je te suis. Et nous avons l'image dedans, que c'est quoi? L'image de la plante, la cicorée, l'escarriole, la chicorée, l'escarole. Et le soleil. Et les plantes qui sont tournées vers le soleil. Alors, où le soleil est, les plantes vont suivre le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'il y a là une redondance. Alors, l'image confirme la devise. Et le poème confirme l'image, confirme la devise. Alors, ce sont trois choses, trois manières de dire la même chose, ou de dire à peu près la même chose. D'accord? Alors, c'est vraiment, disons, l'emblème est vraiment une illustration du poème, ou le poème une illustration de l'emblème. Alors, il y a vraiment cette redondance. Il n'y a pas de tension, ou de contradiction, ou quoi que ce soit. Non. C'est vraiment là, l'une confirme l'autre. D'accord? Alors ça. Donc l'image, l'emblème, c'est seulement pour illustrer les poèmes, c'est ça? Oui. C'est la fonction d'illustration. Oui. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que, disons que, on pourrait dire que le rapport entre l'image et le poème est un rapport de redondance. Mais on ne peut pas vraiment affirmer si c'est le poème qui illustre l'image, c'est l'image qui illustre le poème. Parce qu'on ne sait pas lequel est venu premier. On sait que le rapport entre, c'est un rapport de confirmation ou de redondance. D'accord? Alors il y a cette, disons, ce rapport direct entre le texte et l'image. On retrouve l'image dans le poème et on retrouve le poème dans l'image. Alors c'est très didactique dans ce sens-là. Mais c'est très intéressant de voir qu'il y a un déplacement très intéressant, et d'ailleurs, si l'on pense à notre siècle, le rapport de la poésie est beaucoup plus fréquent avec les arts plastiques qu'avec la chanson. La poésie, disons, savante, a un rapport beaucoup plus direct avec les arts plastiques qu'avec la chanson. Alors ici, d'une certaine manière, c'est intéressant de voir comment s'élabore ce rapport entre la chanson, entre l'image et le texte. Bon, alors, dans l'image, nous avons un soleil, premier vers du poème, comme les raies du soleil gracieux, les rayons, se pèse-fleur durant la primavère, je me recrée au rayon de ses yeux, et loin et autour de persévère. Si que le cœur qui en moi la révère, là me fait voir en cette même essence, que ferait l'œil par sa belle présence,
que tant j'honore, et que tant je poursuis. Parfois de rien ne me nuit son absence, fut en tout lieu, malgré moi, je la suis. Alors on explique un peu le vocabulaire d'abord. Comme les rayons du soleil gracieux, ce PC de pâture s'alimente, pâture passe comme des rayons du soleil gracieux s'alimentent, se nourrissent des fleurs pendant le printemps, je me recrée, je renais, je ressurgis, je vis, au rayon de ses yeux. Alors, il y a une analogie ici directe entre le poète et la fleur. Alors, c'est intéressant parce que, ici, en général, le poète associe la femme à la fleur. Et ici, c'est lui qui est la fleur. Oh, c'est mignon. Pauvre de poète. Alors, le poète qui est la fleur et les yeux de la dame qui sont le soleil. Bon. Et partout où sont les yeux de la dame, il suit comme les fleurs les yeux de la dame. Alors, jusque-là, nous sommes, disons, assez proches de l'amour pour toi. Vous vous rappelez que quand nous avons vu justement la description de la beauté de la femme dans l'espace de l'amour pour toi, quelle était une des caractéristiques physiques centrales de la femme? C'était la blancheur, la couleur de la peau. Et cette blancheur, elle était si blanche qu'elle rayonnait, qu'elle éblouissait. Vous vous rappelez du verbe éblouir, offuscar. D'ailleurs, ce verbe va apparaître dans l'autre poème qu'on va lire. Éblouir. D'accord? Alors, ici, c'est un peu la même chose aussi. Les yeux, qui est aussi un autre élément. Nous avons vu dans le premier poème que nous avons lu sur Bernard de Ventador que les yeux aussi sont un élément central de la beauté féminine et l'importance du regard dans tout ce jeu amoureux du fin amour, de l'amour pour toi, et de comment aussi les yeux éblouissent, les yeux aveugles. Alors ici aussi, c'est les yeux rayonnent. D'accord? Alors cette association des yeux au soleil, des yeux à la lumière, c'est une image chère à cet univers thématique de l'amour pour toi. D'accord? Et loin et près autour d'eux, je persévère. Alors, peu importe si je suis près ou si je suis loin de ses yeux, je persévère, je suis toujours là. Alors, nous voyons là encore une autre caractéristique de ce finamos-là. Alors, cette idée de je persévère, c'est quoi l'idée? De la loyauté, de la fidélité. Alors, je suis toujours là, peu importe si elle est à côté de moi ou si elle est loin de moi, je suis toujours, je persévère, je suis toujours à côté, je l'aime toujours. Si que, ça veut dire de sorte que le cœur qui est en moi, la réverbe de révérence, révérencia, là, mais me fait voir en scène même essence que ferait l'œil par sa belle présence. De sorte que le cœur qui en moi
la révère, de sorte que mon cœur, qui la révère, qui l'admire, me la fait voir, fait de sorte que je la vois, enseigne mes naissances dans son essence, de la même manière que l'œil fait par sa belle présence. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ici, nous avons le noyau, le centre, l'élément central ici du poème. Parce que le cœur voit, le sens, de la même manière que l'œil voit la présence ou l'apparence. Alors, cette analogie entre les façons de voir, le cœur voit l'essence, de la même façon que l'œil voit l'apparence, voit la présence, c'est, disons, une façon de parler de la mémoire, de parler du souvenir, de parler de l'absence qui remet à Platon. Alors, toute cette façon comme le poème est construit, si que, ça veut dire de sorte que, c'est pourquoi cette façon de comparer l'œil et le cœur, l'essence, la présence, le mot essence lui-même, nous projette vers une poétique habitée par une référence, une façon de dire, une manière d'élaborer cette poétique de l'absence qui n'est plus exactement la même de l'amour pour toi tout court. C'est pour ça que je parle d'un glissement, vous voyez? Alors on voit peu à peu dans ce platonisme se glisser d'une manière plus évidente. On voit comment il va apparaître dans cette poésie. Vous voyez? On est déjà dans une façon de construire, de dire et de, disons, actualiser certaines métaphores qui n'est pas exactement la même. Alors c'est un peu cela que je pense qu'il faut essayer de prendre, de mettre en évidence. Bon, alors après la phrase suivante est une phrase typiquement courtoise. Belle présence que tant j'honore et que tant je poursuis. Alors cette idée d'honorer et de poursuivre aussi, poursuivre dans le sens d'être fidèle, d'être loyal, d'être toujours là. C'est pourquoi, par quoi de rien ne me nuit son absence. C'est pour cela qu'en rien ne me nuit. Nuire, le verbe nuire. Nuire, c'est de faire mal, c'est de détruire. En rien ne me détruit, ne me fait mal son absence. Vu que
parce que, en tout lieu, malgré moi, je l'assume. Ici, on voit aussi se glisser déjà aussi ce pétrarchisme qui va devenir beaucoup plus évident dans l'autre poème, qui est ce malgré moi. Alors, cette idée de l'amour comme quelque chose d'involontaire, comme quelque chose de souffrant, qui est déjà présent de façon importante dans l'histoire, mais qui ici est, disons, réintégré, qui apparaît de façon systématique dans la poésie de Maurice. Dans tous les poèmes, il insiste que c'est malgré lui, qu'il ne veut pas, que l'amour, en effet, c'est quelque chose qui a détruit sa joie de vivre. On va voir dans l'autre poème. Vous voyez? Alors, ce petit malgré moi, c'est pas quelque chose qu'il désire, cet amour, mais c'est quelque chose qui se produit malgré lui, pesar de. Alors, ça, c'est aussi un élément important. Par rapport à ce premier poème, est-ce que vous avez des questions? Passons au deuxième. Bon, encore une fois, l'emblème. Bon, j'ai choisi ces poèmes avec les emblèmes aussi pour vous montrer un peu les emblèmes qui sont très beaux. Alors, encore une fois, la phrase autour. Pour t'adorer, je vis. Alors, cette idée de l'adoration, bon, c'est une idée qui est très chère au Moyen-Âge et qui est aussi, remet déjà à ce moment-là, de façon très directe, à tout cet univers de l'Église catholique, de la Vierge Marie. Alors, les lectures, j'ai lu un article récent sur des recherches récentes, un article en anglais, des recherches plus récentes sur Morissette, un article de 2007. Et dans cet article, justement, on mettait en évidence au premier plan la présence de toute cette poésie d'adoration à la Vierge Marie dans l'œuvre de Morissette. Alors c'est une espèce de tendance aujourd'hui de montrer comment, à l'époque, dans cette renaissance, de cette renaissance-là, on a une série de recueils, de publications, d'anthologies, de poèmes d'adoration à la Vierge Marie, et de comment les images de ces poèmes-là se retrouvent dans l'œuvre de Morissette. Alors, on est en train de montrer que cette présence de ces anthologies, que la lecture de ces anthologies-là sont plus marquantes dans l'œuvre de Morissette que l'on imaginait il y a quelques années. Alors ici, la lampe et l'idole. Alors déjà le titre, l'idole. L'idole, c'est l'image. L'idole. Et cette image, alors, remet très très facilement à l'image de la Vierge Marie elle-même. D'accord? Alors, cette association ou cette fusion de l'image de la Dame adorée et l'image de l'idole est très facile à reconnaître. Bon. Alors, lisons le poème. Quand l'œil au champ est éclairé, lui semble nuit quelque part au regard. Puis, peu à peu, de clarté réjouie, déçu d'un feu du ciel, sur votre regard. Le roi conduit dessous la sauvegarde de cette tienne unique lumière qui n'offusqua ma liesse prière par tes doux rêves aiguement suivis.
ne me perds plus en vue. Tu es, car seulement pour t'adorer, je. Alors, on voit ici, dans ce poème, la présence, de façon très très évidente, la présence de ce pétrarchisme et la présence du platonisme. Or, quel est, disons, un des éléments centraux du pétrarchisme qu'on a, on n'a pas lu ici ensemble, le premier poème de Clément Marot, mais c'est une certaine rhétorique antithétique. Alors, cet antithétisme se travaille sur le paradoxe, sur l'antithèse. Alors ça, c'est quelque chose de central dans l'œuvre de Pétrarque. Alors ici, le poème est travaillé autour de cette antithèse claire, obscure. Comment cela est fait? Or, regardons les deux premiers vers. Quand l'œil au champ est d'éclair ébloui, lui semble nuit, quelque part il regarde. Alors, imaginez la scène. Il fait grand jour, on est à l'intérieur, on sort à l'extérieur, excès de lumière, excès de soleil, l'œil est ébloui, offuscade. D'accord? Alors, quel est l'effet de cet excès de lumière? Lui semble, quelque part, n'importe où, qu'il regarde. Alors, l'excès de lumière aveugle. A gente fica cega. O excesso de luz cega. Quand on regarde directement au soleil, quand on est devant, quelle est la sensation de l'excès de lumière? C'est l'aveuglement. Alors c'est cette antithèse, vous voyez, produit. C'est la lumière qui aveugle. C'est la lumière qui produit la nuit. C'est là l'antithèse. La nuit produite par la lumière. Et quel est justement aussi l'autre paradoxe? C'est que cette sensation, c'est une sensation ambiguë pour l'œil. Parce qu'en même temps, on est déconcerté, on est, disons, sans repère, on est dépaysé, on est dérangé, mais on est réjoui. La jouissance, on est réjoui, on est plein de bonheur, on est réjoui, on est satisfait. C'est ce qui est dit ici. Puis, peu à peu de clarté réjouie. Puis, après cette première sensation-là, de nuit, d'aveuglement, peu à peu, cette clarté va nous réjouir, va nous satisfaire. De clarté réjouie, des soudains, feu du ciel, l'œil se contre-garde, ça veut dire se protège. Alors, on a cette sensation de, disons, aveuglement, ensuite on se réjouit et on se protège. Alors c'est ici un peu, disons, la description physique et de cette variation des états et les ambiguïtés aussi, les paradoxes que cet état produit. Mais l'idée centrale qui est derrière, c'est quoi? L'excès de lumière. Vous voyez?
C'est clair? Ça va jusque-là? Vous m'accompagnez? Et après, il y aura une comparaison entre cette expérience physique, antithétique, paradoxale, et l'expérience de l'amour. Mais moi, conduit dessous la sauvegarde, la salvaguarde, la protection de cette tienne et unique lumière. C'est clair, hein? Cette lumière unique qui est la tienne. Et ici vient une phrase typiquement pétrarchisante qui m'offusqua ma liesse. La liesse, c'est la joie, l'allégresse, alegria. Ma liesse première. Alors, la lumière de la dame, qu'est-ce qu'elle a offusqué? Elle a offusqué la joie. Elle n'a pas produit une joie, mais elle a offusqué la joie. Alors c'est cette idée que finalement, qui est une idée aussi platonique, que cet amour physique, cet amour charnel, c'est quelque chose qui dérange, c'est quelque chose qui fait mal. Alors c'est quelque chose qu'il faut d'une certaine manière éviter, parce que ça crée des confusions. Alors éviter. Alors c'est ce qui est dit dans le platonisme. Donc, laisser pour garder l'esprit libre et clair, sauvegardez-vous des malheurs de l'amour charnel. Alors, il avait avant, il vivait une liesse première, une joie première, qui est offusquée par la lumière de cet amour. Mais il y a quand même, disons, une contrepartie à cela. Par tes doux rêves, aiguement véhicules finement suivis, je ne me perds plus en vue coutumière. Alors, j'ai perdu ma joie, ma liesse, mais j'ai gagné quoi? Une façon de voir qui n'est pas habituelle, costumière, mais coutumière, qui n'est pas celle de tous les jours, celle normale. Alors qui est un peu aussi un principe platonique. Alors c'est quoi? C'est l'illumination qui a un prix. Bon, c'est le fait de quoi? De ne plus être capable de vivre une vie normale, une vie coutumière. Une fois qu'on a accès à une certaine vérité, cette vérité va produire en nous une conscience, et cette conscience n'est pas seulement joie, elle est aussi souffrance. La connaissance est aussi souffrance. Pour, disons, mûrir, amadurecer, il faut avoir conscience de certaines choses qui ne sont pas toujours agréables. Alors c'est un peu cette idée qui apparaît dans le poème, à partir aussi de la métaphore de l'amour. Alors, en même temps que, disons, cette philosophie platonique sert de métaphore pour l'amour, l'amour sert de métaphore pour cette réflexion. Vous voyez? Alors, cette tension-là aussi, c'est quelque chose de très typique
de la Renaissance. Cette réflexivité. Vous voyez? Alors, on est déjà dans un espace d'une poésie réflexive. On n'est pas seulement dans un jeu rhétorique amoureux simple, mais il y a des couches camarades, des couches interprétatives. On a des enjeux, des tensions entre des niveaux d'abstraction. Et c'est cela qui rend la poésie de Morissette, encore aujourd'hui, une poésie intéressante. Le jeu, regard aveuglement, le jeu ombre-lumière, le jeu connaissance, conscience, souffrance, derrière cette rhétorique amoureuse. Habité par cette métaphore de l'amour comme souffrance, habité par cette idée du service amoureux, mais aussi, disons, tensionné par cette abstraction. Alors, c'est cela qui rend cette poésie intéressante. Alors, et en plus, ici, la dernière phrase, car seulement pour t'adorer, je vis. Alors ici, ce je vis, c'est je vis du verbe vivre, mais aussi le vie, je vis, c'est le passé simple du verbe voir. Alors, ce jeu aussi entre voir et vivre. Et nous avons vu comment toute cette dimension du regard, du voir, est importante dans cette construction de la poésie de Morissette. Alors c'est déjà, disons, il y a une complexité qui se produit, qui est nouvelle, qui est dans cet espace ici de référence. Alors je pense que avec cela, on commence à entrer, disons, étendre un peu notre éventail, ouvrir un peu notre éventail de cette poésie de la Renaissance. Et le cours prochain, on va encore ajouter à cet éventail la poésie de Ronsard, pour que cet éventail soit un peu plus coloré, un peu plus riche. Je vous souhaite une bonne semaine.